Salut gang! Juste avant de commencer le podcast, je suis extrêmement heureux de vous annoncer que je commence ma soirée d'humour à Montréal. La soirée va se dérouler au bar L'Hémisphère Gauche, au 221 Beaubien-Est, près de la station de métro Beaubien. Ça sera tous les mercredis à partir de 20h. On commence ça le 4 septembre. 4 septembre, 20h à L'Hémisphère Gauche. Venez me voir, essayer du nouveau matériel, animer une soirée. Je suis vraiment excité à l'idée de vous accueillir. La soirée coûte 10 $, c'est 10 $ à l'entrée. Bon, plein d'informations sur ma page. Je vais vous écœurer avec ça. Je suis vraiment excité de tout ça. C'est un truc qui patauge dans ma tête depuis des semaines. Alors, je suis vraiment excité de vous accueillir à cette soirée. On se voit le 4 septembre. OK, gang, aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'un peu bizarre. Je veux défendre les photos de pénis sur Internet. Oui, tout d'abord, on commence. OK, super important. Envoyez pas vos photos de pénis aux gens qui veulent pas. C'est pas une bonne idée. Par contre, je dois avouer que moi, dans la vie, à chaque fois que j'envoie une photo de pénis, j'ai ma carrière puis ma vie à avancer. Grâce aux photos de pénis, j'ai une relation amoureuse puis j'ai une nouvelle carrière. Parce que moi, si j'ai un podcast aujourd'hui et si j'ai commencé à faire du stand-up, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai envoyé une photo de pénis à un Africain. Et depuis ce temps-là, j'ai été invité à un podcast, j'en ai parlé, ça a marché, puis les choses ont déboulé. Fait que j'en dois beaucoup aux photos de pénis. Et aussi, c'est grâce à une photo de pénis si aujourd'hui je suis dans la relation amoureuse la plus saine et la plus heureuse dans laquelle j'ai jamais été. C'est une fille que j'ai rencontrée sur Facebook et très tôt, j'ai envoyé une photo de pénis et elle a apprécié et on a commencé une relation amoureuse. Alors, ça, c'est ma défense des photos de pénis. Ça peut être positif, envoyer une photo de son pénis, croyez-le ou non. Mais je le répète, faites pas ça au monde qui ne veulent pas. C'est comme, une photo de pénis pas voulu, c'est comme un bec. Imagine, t'es au café, tu manges, tranquille, puis juste quelqu'un donne un bec, c'est fucking agressif. Par contre, un bec, quand c'est quelqu'un que t'aimes, c'est agréable. Alors ça, c'était ma défense des photos de pénis. Et s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas du monde bizarre, des incels, qui envoient des photos de pénis aux filles, puis ensuite qui envoient cette vidéo-là en disant « Non, mais le gars, sur Internet, il dit... » écoutez jamais ce que je dis. J'ai pas d'éducation, puis je lis pas beaucoup. Fait que écoutez pas ce que je dis. Mais... moi, faut que je l'avoue, c'est les deux plus belles choses qui sont arrivées dans ma vie, c'est suite à une photo de pénis. Alors, voilà. Montrez vos organes génitaux, gang. Bon podcast. Je peux faire ce que je veux dans mon studio maison, je peux dire de la merde dans mon studio maison. Personne dit quoi faire dans mon studio maison, c'est moi le capitaine dans mon studio maison. Je dois rien à personne dans mon studio maison. Je peux te traiter de conne dans mon studio maison. Je peux dire que je t'aime encore dans mon studio maison. Je peux faire des solos avec ma bouche dans mon studio maison. Oh yeah. Okay. Do it yourself, motherfuckers. Alright. Le podcast à Thomas Levac, mesdames, messieurs, yeah. Le podcast le plus libre en ville. Le podcast des poètes, esti. Alright. Je peux enregistrer les autobus passés. Je peux enregistrer mon coloc tousser. Je peux enregistrer les voisins en train de baiser. Je peux faire des tonnes à 2 accords pis m'en contre-crisser. Y'a pas de contrat de disque dans mon studio maison. On gagne pas de Félix
Dans mon studio maison, c'est toujours le party. Dans mon studio maison, tout le monde se met à poil. Dans mon studio maison, y'a juste un pied de micro pis des estis de beaux tricots. Y'a du bon punk rock pis de la science-fiction. Dans mon studio maison, dans mon studio maison, dans mon studio maison, dans mon studio maison, alright. Maison dans mon studio, maison dans mon studio, maison dans mon studio, maison. Je fais des finales ben trop longues dans mon studio, maison et de Maxime! Salut, Thomas. Bienvenue Merci. dans mon podcast! Yeah, ça me fait plaisir d'être là. Ben, je vois ça, Très c'est content. super! Belle journée. Yeah! Puis que t'as commencé à faire de la musique quand? Ça vient d'où, cet amour-là? J'ai commencé à faire de la. Je me suis acheté ma première guitare, je pense que j'avais 17 ans. OK. Secondaire 4, je pense, là. En tout cas, pour impressionner une fille, surtout. Comment s'appelle-t-elle? On l'a out. C'est con. C'était Audrey Lavoie de Saint-Timothée On la salue. qui a fusionné avec Valleyfield. C'est jamais rien passé avec. C'est la première fille que j'ai trippé dessus. Puis non, ça a pas. J'étais hyper timide, moi, fait que j'ai jamais même fait de move. Là. J'ai jamais été capable. Fait que ben, je la salue. Je pense qu'elle est mariée aux États-Unis à cette heure-là. Meilleure place pour se marier. Ouais, c'est ça. J'aurais fait pareil. Place. Puis mais vraiment, là, tu t'es dit, si j'ai une guitare, ça va marcher avec la petite fille. Ben, dites même, ça a l'air épais, là, mais La plupart des musiciens, c'est comme ça. ben, je pense que c'est ça, je me disais, ouais. Mais ça a jamais marché, tu sais, j'étais terrorisé par tout, là. Mais moi, j'ai commencé à faire de la comédie. J'ai vu Woody Allen, puis j'ai fait, ah ouais, Woody Allen, toutes les filles dans ses films sont super belles, pas lui. Si je me développe un sens de l'humour, ça va. Ben, tu sais, en fait, pour épouser la fille de mon épouse. je vais généraliser. Je vais pouvoir épouser la fille adoptive d'une actrice qui joue dans mes films, tu sais. Mais moi, l'adolescence, là, c'est une période qui me fascine. Je vais généraliser pour les gars, là, mais je pense que tout ce que tu fais à l'adolescence est lié soit à masturbation. Oui, tu veux ou connecter. Tu veux connecter veux- sexuellement avec les gens. Ouais, puis tu veux être pareil comme tout le monde. Tu sais, t'as beau dire que non, je vais être moi-même, suivre mon chemin. La pire affaire qui peut t'arriver à l'adolescence, c'est d'être différent. Pire. C'est quelle époque terrible. Puis tu sais, ah ouais, moi en plus. Tu veux tellement être différent que tu veux trouver. Quand t'es différent, tu veux trouver les autres différents. Puis on est différents à ensemble. 17. Tu fais, ah, ben génial. Ah ouais, puis tu sais, moi, je viens de Valleyfield, puis tu sais, j'avais plus la fibre artistique, disons, que football, hockey, qui était qui est bien présent. Moi, quand à je jouais au Valleyfield. football à Valleyfield, c'était on va perdre parce que c'est tous des farmers, puis ils ont 16 ans, ils ont de la barbe, mesurent 6 pieds 2, ils ont tous des chars, Ah, c'est on terrible. est fait. Ils ont le goût du sang, là. Ouais, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que moi, en tant que t'sais, plus la fibre artistique, ben c'est ça, on s'est retrouvés à être un peu les moutons noirs à Valleyfield. Moi puis Dom, là, on s'est rencontrés là. Des Picbois, oui. Ben ouais. Fait que c'est ça. Comment vous êtes rencontrés, lui et toi? On s'est rencontrés au secondaire 2, je pense, là, d'un cours d'anglais. Fallait qu'on fasse un oral d'anglais ensemble. On s'était mis ensemble, on s'était jamais parlé avant, malgré qu'on habitait très, 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 très proches un de l'autre. Fait qu'on s'est mis ensemble, on a fait un genre de théâtre de marionnettes en vidéo à la Foufoune et Patachou de La fin du monde est à 7 heures. Puis c'était débile, je me souviens que juste travailler avec Dom à ce moment-là, c'est comme si on découvrait là, l'âme sœur, là, tu sais, un genre de Chris, enfin, quelqu'un qui répond à mes référents de François Pérusse, puis à tout cet univers-là qu'on avait les deux. Fait que, ouais, à partir de là, on s'est suivis, puis ça a juste jamais arrêté. Ah, depuis secondaire, vous êtes des grands amis, vous créez ensemble. Ça fait genre, je pense que là, ça fait 22 ans qu'on se connaît, ou 21 ans. Ouais. Ça a jamais arrêté. Ça a été, au début, pendant notre secondaire, on faisait des petits films un peu à la Chicken Swell, même si on connaissait pas encore les Chicken Swell. On faisait des films, entre autres, on avait la série de films où Dom incarnait Rod Stewart. C'était un genre de Beavis and Butthead, mais avec Rod Stewart. Moi, on avait une autre série de films où je faisais Chuck Norris. Génial. Puis on avait une VHS avec tous ces films-là qu'on passait dans l'école. Puis c'est de même qu'on a survécu. Déjà? Ouais. On passait la cassette à Charles Nadon ou Masta.
Puis là, lui, il nous revenait avec comme une semaine après. « Oh, j'aimais ça! » On donnait ça à la gang de poteux. Là. Les autres, ils aimaient ça. Puis c'est le même qu'on a survécu, je pense. Tu sais, Dom puis moi, au lieu de tomber dans la drogue au secondaire, ben, on passait nos fins de semaine à faire des films. On faisait des genres de parodies de Batman. Puis c'était crissement des beaux moments en y repensant. On était très outcast. Là. On appartenait à rien. Ça ressemble à quoi, Valleyfield? Là, je comprends qu'il y a des farmers, puis le hockey, le football, c'est important, mais ça ressemble à quoi, cette ville-là? Ben, en fait, Valleyfield, c'est comme la ville de la région. On est la grosse ville, c'est à 1h15 de Montréal, mais on est la grosse ville de cette région-là, entourée vraiment de campagne. Fait que c'est comme si Valleyfield, c'est un mélange entre la vie de région, mais le côté fendant de la ville. Fait que c'est super weird. C'est comme, tu sais, mettons, les gens branchés, ben, ils sont en pick-up puis écoutent du Éric Lapointe, mettons. C'est vraiment un drôle d'univers. Que j'aime beaucoup, là. Ben oui. Tout ça. Mais tu sais, t'as les régates, t'as... Ouais, non, c'était Qu'est-ce que les régates, c'est quoi? C'est des courses de bateaux. Ah, génial! Ouais, c'est ça qui... C'est comme l'événement de l'année à Valleyfield. T'as des gros shows, d'Éric Lapointe, entre autres. Ben oui. Mais, ouais, non, c'est un drôle de milieu. Puis ce que j'aime, c'est que dernièrement, il y a vraiment comme il y a une belle jeunesse à Valleyfield qui est en train de vraiment de faire... il y a une effervescence là, culturelle à Valleyfield en ce moment. Crois-tu que c'est grâce à Internet? Parce que tu as accès à plus de culture? Parce qu'avant Internet, tu as accès à ce que la radio et la télévision te donnent. Avec Internet, tu as accès à absolument tout. En fait, je pense que, tu sais, exemple, Dom puis moi, pour vivre notre rêve culturel, on a quitté Valleyfield. On est venu s'installer à Montréal, mais tu as des gens qui ont décidé de rester là puis de bâtir des projets. Il y a, exemple, un café avec une salle de spectacle qui s'appelle La Factory, qui est comme le rêve pour un humoriste comme toi, comme nous autres, pour aller jouer là. C'est l'espèce de salle intermédiaire que tu veux qui existe. Il y a de l'impro là-bas, il y a tout. Il y a des c'est l'endroit pour les moutons noirs. Ouais. Tous les moutons noirs se retrouvent là pour voir des trucs alternatifs. Des tournois de jeux vidéo, il y a des shows punk, t'as des shows rap, il y a des nuits de la poésie. Il y a tout. Fait que je pense vraiment que cette jeunesse-là qui a décidé de faire comme « Hey, ça existe pas, puis tant qu'à chialer sur le fait que ça existe pas ou ça agrine notre camp, ben on va le faire. » Puis c'est débile. Je trouve ça incroyable. Ouais, parce qu'il y a ça, c'est peut-être le côté positif, entre guillemets, que les loyers deviennent de plus en plus chers à Montréal. C'est que les régions... Avant, déménager à Montréal, on y réfléchissait pas. Les loyers étaient tellement bas, mais si les loyers sont plus hauts, peut-être que les régions vont pouvoir se bâtir parce que les artistes vont rester dans ces régions-là. Ben ouais, puis surtout que, tu sais... Ce qui met une couleur à un endroit, c'est les artistes et les étudiants, là, c'est pas le monde qui... Tu sais, honnêtement, là, mettons, pense-y, les meilleurs shows que t'as vus, là, mettons un artiste que t'aimes bien, t'es bien mieux de le voir d'une petite salle en région que dans l'espèce d'aller le voir au Métropolis, que c'est super distant. Moi, les meilleurs shows que j'ai vus, c'est dans des petites salles. Okay, go, c'est quoi les meilleurs shows que t'as... Parce que t'aimes beaucoup la musique, les meilleurs spectacles que t'as vus. Meilleurs spectacles... Ben moi, honnêtement, là, je peux pas passer à côté de mon oncle Serge, là. Je me souviens d'un show en particulier à Sherbrooke, là. J'ai rarement vu quelque chose de chaotique de même. Un chaos contrôlé, là, mais ça avait là, du monde, puis des bières sur la tête, des bières qui tombent, le guitariste qui est torché, mais qui assure tout pareil. Là. Il joue tout. C'est un des meilleurs shows que j'ai vu. C'était dans quelle salle de spectacle? C'était au Marche du Palais à Sherbrooke. C'est un bar, c'est comme les Fouf punk là, de Sherbrooke. Fouf, mais 99, là, pas Fouf maintenant, là où c'est fermé un club. Là, par exemple, ça a fermé. OK. Mais c'était quoi? C'était que dès le début, il y avait une effervescence? Qu'est-ce qui s'est produit? Je sais pas, man. Tu sais, à Sherbrooke, le monde est sur le party. En tout cas, à l'époque, là, moi, j'ai fait mes études là-bas à Sherbrooke, puis ça a été mes années rock'n'roll. C'était... tu sais, j'y repense avec du recul, là, c'était minimum... Ça devait être 4 ou 5 brosse party là, par semaine. Là. Ça arrêtait jamais. Les études, c'était complètement secondaire, là. C'était fou. C'est des belles années pour moi. Tu étudies en quoi? J'ai étudié en enseignement au secondaire. C'est vrai, J'ai mon bac, moi. J'avais oublié que des fois, tu fais du remplacement. J'en fais plus. Ça fait 2 ans que je fais plus ça. OK, mais tu t'es dit, moi, je vais être enseignant. J'y ai cru. OK. Je l'ai fait même. Ça ressemble un peu à ce que tu fais, c'est de la performance. Enseigner, pour l'avoir fait, entre guillemets, un petit peu cette année, c'est une performance. Ouais. Faut que ben, puis aussi, c'est que... T'animes des jeunes. Je trouve ça très, très, très noble, l'enseignement. Je pense que c'est un des métiers que je trouve les plus importants. Tu sais, l'éducation... C'est essentiel. Mais c'est fou, puis je pense que
tout part par l'éducation des jeunes. Puis je veux pas, c'est pas de l'endoctrinement que je parle, mais les plus beaux messages que tu peux passer à des jeunes, ça passe par l'école. Puis pour vrai, je trouve ça incroyable ce métier-là. Puis j'ai croisé des profs tellement dédiés. Moi, c'est parce que j'ai jamais eu ça, c'était juste pas ma vocation. Fait que j'enseignais, je faisais, je pense, bien la job. Mais à un moment donné, j'étais comme... Je sentais beaucoup plus l'appel de la scène. Puis là, plus je délaissais l'enseignement, à un moment donné, j'étais comme, OK, je pense que... Puis tu t'en ennuyais pas. Tu sais que t'aimes pas quelque chose quand tu le fais pas, puis tu t'ennuies pas. Non, je peux pas dire que je m'en ennuie. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je trouve difficile avec l'enseignement, ce que j'ai observé, c'est que dans l'enseignement, au Québec, je crois, primaire et secondaire, ça attire beaucoup des gens qui aiment les enfants. Ce qu'ils aiment, c'est pas transmettre du savoir, c'est juste être en contact avec des enfants. Fait que ça fait des baby-sitters, puis c'est pas super, là. Ouais. En fait, mais moi, j'ai remarqué quand je travaillais à l'école, ça c'était le fun. Tu sais, t'as plusieurs types de profs. T'as des petites madames. Moi, j'appelais la prof maman, qui est, je pense, quand tu penses à une prof, c'est souvent, tu penses à t'as le prof papa aussi. Moi, ce que j'aimais être, pis ça, il y en a pas beaucoup, le prof grand frère. Puis sûrement que ton prof préféré que tu as eu au secondaire, il y a des bonnes chances que c'était ton prof grand frère. Le prof que tu peux parler de Black Flag avec. Moi, j'aimais beaucoup plus moi, dans la vie, je crois, j'aime beaucoup les dictateurs dans la vie. Ah ouais. Parce que j'ai besoin... ouais. Parce que moi, j'aime transgresser, puis c'est le fun de transgresser quand les règles sont claires. Ouais. J'ai toujours aimé ceux qui me criaient après, puis qui me disaient « J'ai confiance en toi », puis là, j'ai plus confiance en toi. Tu m'as trahi. Ça me parle beaucoup. Ouais. J'aimais beaucoup les pères. J'aimais beaucoup les Staline, là, les pères forts, les gars de 42 ans qui ont envie de divorcer leur femme et ils peuvent pas, là. Ouais. Puis qui te crient après. J'en avais un. Toi, j'aimais ça. Ouais. Ben, j'avoue que c'est une belle expérience. Mais ouais, moi, j'étais clairement... Le divorce, non, là, mais... Moi, j'étais clairement le prof grand frère, là. Clairement, puis c'est un beau rôle à avoir... Tu sais, il y a tout c'est ça le grand frère. Moi, des fois, je disais à mes élèves, je disais, là, si je vous croise dans la rue, là, dites-moi pas salut, ça me tente pas, j'ai pas envie. Puis, ils comprenaient le niveau, mais c'était comme ça ma relation avec eux autres. À quel âge? Moi, c'était au secondaire, 12-17, mettons. Wow, 12-17 ans. Ça, c'est tough. Ouais. Parce que t'as autant des gens qui ont de la difficulté à parler en public, que du monde qui a une job, que du monde qui sont la gang de rue, que des gens qui commencent à se prostituer, puis dans une même classe. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de suppléances. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait juste de la suppléance avec des contrats. Puis j'étais comme un des seuls suppléants qui avait la bonne vibe pour aller faire du remplacement dans les troubles de comportement, là, les cheminements particuliers, name it, là, les classes spéciales là, de tout acabit. Puis... c'est vrai que c'est tough. C'est parce que ces élèves-là, souvent, ils ont vraiment besoin d'une routine fixe, là, très rigide. Fait que le simple fait que le prof est pas là puis que c'est un dude moustachu qu'ils connaissent pas, c'est assez pour faire exploser une journée au complet. Fait que souvent, t'arrives dans ce classe-là puis la première journée, les 2-3 premiers jours, là, c'est n'importe quoi. C'est vraiment de la marde. Mais un coup qu'ils te font confiance, puis il y a un attachement avec ces élèves-là. Tu sais, souvent, c'est du monde qui ont été abandonnés aussi. Là, je parle des troubles de comportement. Tu sais, ils viennent d'une famille dysfonctionnelle. Fait que c'est des gens qui ont bien de la misère à faire confiance au monde. Ils ont tellement été abandonnés puis varlopés qu'ils ont bien de la misère. Mais un coup que ça s'attache, là, j'ai eu mes plus beaux moments d'enseignement avec ces groupes-là. As-tu des exemples? Je me souviens d'un groupe en particulier que personne les voulait. Là. Personne les voulait. Moi, je suis allé, puis là... J'y allais, puis l'espèce de un moment donné, je pense que je les avais gagnés en leur parlant de une histoire quand j'étais allé au Vietnam, puis j'avais mangé du serpent. C'est une histoire de, tu sais, le serpent il se fait couper à la gorge, puis là, vide, puis là, tu fais un shooter, tu bois son sang. Puis ça, je me souviens que quand je leur avais raconté, ils étaient tous comme... Oh shit, il est cool ce gars-là. Finalement, on peut avoir du fun avec. Fait que c'est le genre d'exemple. Ah, sinon, ouais, il y avait un moment, on faisait de la poésie. Tu sais, je me ramasse à enseigner la poésie aux kids. Ce qui est un gigantesque défi. Ah ouais, il y en avait rien à chier. Là. J'imagine que non. Puis il y a une jeune fille elle avait fait un super beau poème, là, tu sais. Puis elle m'avait même réécrit quelques années plus tard pour me dire « Hey, merci, ce truc-là, ça m'avait vraiment comme aidé à sortir ce qu'il fallait que je sorte. Wow. » Puis je me souviens même qu'à la fin de l'année, quand il fallait je rencontre mon directeur pour lui dire « Tu sais, tel élève devrait aller là. » Puis elle, j'y avais dit « Elle, je pense vraiment que si on la sort de cheminement particulier, elle pourrait comme
bien volé, là, ça irait bien. Puis je pense que ça a été fait puis que ça a bien été pour elle. Fait que j'étais comme super content. C'est des affaires des petites affaires, mais vraiment Moi, cool. c'est ce que j'aime de l'art. Souvent, on associe quand on fait de l'art, on se dit qu'il faut que ça rapporte quelque chose, il faut que ça devienne une carrière. Mais on oublie des fois que l'art, ça peut juste être important pour progresser, apprendre des choses sur nous autres. Oui. Tu peux composer une chanson sans l'enregistrer puis sans la vendre du coin de la rue. Ouais. Ah, clairement. C'est une des choses que... Moi, la seule forme d'art que je pense peut-être être proche de maîtriser, c'est le stand-up. J'encourage plein de monde à juste aller à l'open mic du bordel, à l'open mic du terminal. Même pas pour une carrière, juste pour... fais quelque chose, écris de quoi pendant... Écris un petit 5 minutes, va le proposer, ça va t'ouvrir. Tu sais, t'imagines-tu genre le nombre de chansons que personne n'a jamais entendues? C'est fou. Il y a quelques années, je traînais avec Safia Nolin, puis elle m'avait expliqué... Toi, Thomas, tu chantes jamais? Puis je fais non, jamais. Puis elle m'avait dit, t'es complètement fou. Tu devrais chanter tout le temps tout seul. Oh, mais je chante mal. Elle m'a dit, ça n'a rien à voir. Je t'ai pas dit de chanter devant moi. Je chante tout seul. Je l'ai écouté, puis ça m'a libéré. Ça me fait du bien. Ben, tu sais, moi, à musique, là, après m'être acheté ma guitare pour impressionner une fille, j'ai commencé à composer mes tunes, tu sais, puis honnêtement, je suis limité. Limité as fuck comme musicien. T'es pas Bob Dylan, t'es pas qui... Ben, tu sais, moi, je maîtrise mes accords, là, puis je m'arrange avec ça, puis des fois, en tout cas, mais tu sais, je suis vraiment limité, puis j'ai eu le syndrome de l'imposteur, là, des années. Je faisais mes shows, puis je comprenais pas. Tu sais, moi, j'aimais mes tunes, mais je comprenais pas pourquoi des gens pouvaient aimer ça. Fait que je m'excusais au monde, là. J'arrêtais pas de m'excuser. Je faisais une tune, tu sais, le monde m'achetait un album, je suis OK. Puis, à un moment donné, j'ai comme juste compris que Chris, le monde, ils viennent écouter mes tunes, si ça leur fait du bien, t'as pas plus de questions que ça à poser. T'aimes ça? Fine. C'est pour ça que des fois, sur Internet, il y a une grosse culture de bashing. Là, exemple, t'as pas le droit d'aimer telle band ou telle band. Mais, ça, je suis très heureux que ça disparaisse petit à petit. Chris, là, ça te fait du bien. Écoute, il y a pas... Je veux dire, c'est pas antisémite puis c'est pas homophobe. Ouais, c'est ça. Ça te fait du bien écouter ce rythme-là. Vas-y. Ça n'a pas à aller plus loin que ça. Je suis complètement d'accord. Moi, dans la vie, là, Puis la musique, c'est pas intellectuel, c'est très sensuel. C'est comment tu le sens. Ça te fait bouger, ça te fait hocher la tête, ça te ramène des souvenirs. C'est tout ce qui compte. Ouais. Moi, je remarque que plus je vieillis, là, moins j'ai d'opinions sur les... J'ai mes opinions là, sur la politique, des affaires de même, là, mais mon opinion sur les goûts... Là, moi, je suis dans... Y compris la politique, parce que plus je vieillis, plus je réalise toutes les fois que je me suis trompé. Fait que j'ai moins en moins confiance en mon opinion. T'as pas de confiance, Parce que je me suis trompé 90 000 fois. Alors, quand j'ai une opinion, je me dis, c'est peut-être la 90 millième fois et une que je me plante. Fait qu'on va se calmer 2 secondes. Ouais. Mais moi, en fait, c'est que mon opinion esthétique là, des choses, là, je vois pas l'importance que mon opinion a par rapport à celle de n'importe qui. Comme juger quelqu'un, j'ai pas... moi, je mettons, je te trouve... Tu sais, oui, je juge les gens, là, on juge, mais je pense pas que ce jugement-là a une quelconque valeur. C'est ça la différence. Fait que j'ai pas... C'est ça. Mon Dieu, on est donc bien... On est donc bien. On est donc bien dedans. Non, c'est ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. Là. Sinon, que j'essaie de ramener tout à sa simple expression. Tu sais. T'aimes-tu ça? Oui. Ça fait-tu mal à quelqu'un? Non. Bon, parfait. Go! On oublie le senti. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que... Je sais plus quel écrivain disait que n'importe quelle forme d'art, n'importe quelle bonne art devrait te faire sentir bien et donner de l'espoir. Et toute mauvaise forme d'art, ça te rend triste. Ça devrait pas te rendre paranoïaque, l'art. Même l'art qui est très, très, très négatif, ça devrait donner un certain... Ouais, c'est ça. Même sentir que t'es pas tout seul. Ouais, je suis pas tout seul à voir je suis pas le seul à avoir une vision noire. Ça te donne un certain espoir. Ouais, tout à fait. Je me souviens, mais on revient à Audrey Lavoie, secondaire... Ça pour Audrey? C'est là que j'ai découvert Nine Inch Nails, puis... Oh! Sidney va être content. Ah ouais? Mais c'est là que j'ai découvert... c'est là que je suis tombé dans les Smashing Pumpkins, Nirvana, etc. Tu sais, comme tu dis, là, c'est Marilyn Manson qui disait... je pense que c'est dans Bowling for Columbine. Il disait, un album, là, jamais il va te juger. Là, ça va devenir ton meilleur ami. Là. Et moi, je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sain, les gens qui font de l'art négatif. Je trouve que je préfère que tu craches... que la négativité, tu en as. Les gens super positifs 24 heures sur 24 me font tellement peur. Et eux, ils me terrifient. Les gens qui font de l'art négatif,
je trouve qu'il crache ton négativité pour être heureux dans le reste du temps. Ouais. Mettons, c'est du name dropping, c'est comme ça, mais quand je traînais avec Safia, parce qu'elle était ma voisine, puis on passait du temps ensemble, c'est une femme qui rit tout le temps, qui sourit, qui est de bonne humeur. Oui, dans sa musique, c'est plus négatif, c'est plus difficile, mais elle l'exprime. Tandis que pour traîner beaucoup avec des gens d'humour, la plupart des gens qui sont « Hey, oui, salut, moi, ça va? Wouh! Un club med! Ouah! » Dans les loges, ils font juste se plaindre que leur agent est pas correct, un autre a volé une joke, comment ça les gars-là veulent pas. C'est les gens les plus négatifs à l'extérieur. Fait que ça me fait capoter quelqu'un qui est tout le temps « Ouah, pas ta chauffeur! Ouais, le bonheur, 24 heures! » Non, je me tiens loin. Ouais. Moi, plus ça va dans ma musique, plus... au départ, là, j'étais tellement insécure que mes tunes, c'était très poète-poète. C'était... Qu'est-ce que ça signifie, poète-poète? Poète-poète, c'était plus humoristique. Okay. J'étais pas capable de me défaire du réflexe qu'il faut que j'aille une réaction là. Tu sais. Puis plus ça va, plus c'est devenu mon journal intime. Veux-tu en jouer une qui est plus intime? Oui. Une guitare va apparaître dans tes bras. Chris, quelle je pourrais jouer plus Réfléchis, parce que la guitare n'est pas encore apparue. Parce que le fantôme du podcast va venir t'apporter une guitare. Okay. Ah, t'es fin. Merci fantôme! Merci, fantôme. OK, plus intime. Mon dernier album, je l'ai, qui s'appelle La Magie, je l'ai composé suite au décès d'un ami. Wow! Qui est mort. Il y avait eu le retour d'une tumeur au cerveau. Fait que pendant 1 an, on a comme suivi son chemin vers son décès. Puis après son décès, je me suis lancé dans ces tunes-là pour qu'il allait donner cet album-là, parce que c'est vraiment l'album d'un deuil, tu sais. Parallèlement à ça, dans les semaines qui ont suivi son décès, je faisais de la figuration pas mal. Puis tu sais, la figuration, c'est que tu passes ta journée à... Tu fais semblant de faire des choses, là. Tu vis dans l'ombre d'une vedette qui est devant la caméra. T'es un outil, t'es un Playmobil. T'es comme une plante, là, tu sais, Puis c'est correct, c'est ça la job. Hey, vert, tourne-toi. Le vert. Ouais, tu sais, puis en gros, la phrase, c'est tu fais semblant de vivre. Puis là, je faisais une couple de journées de figuration. Puis parallèlement à ça, j'étais dans mon deuil. Puis tu sais, quand t'es dans un deuil, t'es vraiment décalé par rapport à la réalité. Tu marches dans la rue, puis t'es vraiment dans l'esprit de pourquoi moi je suis là, puis plus lui, pourquoi... c'est quoi la vie, c'est quoi ce rêve-là qui se déroule. Fait que c'était tout ce mélange-là, fait que j'ai fait une tune qui s'appelle La balade du figurant, qui peut sembler, je pense, humoristique à la base, mais que je pense que si tu t'attardes à l'esprit des paroles, tu fais comme « Ah ouais, OK, c'est... » Yo, on écoute. Fait que c'est La balade du figurant, OK. Yeah, Big Max! On ne me voit pas, je suis figurant. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. Je fais semblant de vivre. Je tourne le coin à l'épicerie et je déjeune avec mes faux amis. Je fais semblant de rire. Je fais semblant de rire. Je sors de la salle de bain pendant que Claude Legault se lave les mains. Je fais semblant de rire, je fais semblant de vivre. On change de plan, je suis figurant. Je traverse la rue mais je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Retour au point de départ. Je bois ma fausse bière assis au bord. Je suis tout seul, j'en fais le moins possible. J'en fais le moins possible pour que ce soit crédible. Je suis au funérailles d'un personnage que je connais pas. Et Guylaine Tremblay pleure. Guylaine Tremblay pleure. Mais au moins mes parents m'ont vu à la télévision. Et ma tante Lise aussi. Dans le silence, je suis figurant. Mes lèvres bougent, je parle mais je ne dis rien. Je parle mais je ne dis rien depuis 6 heures du matin. Je suis une tache floue en arrière-plan. C'est juste pour dire qu'on voit un peu de mouvement. Je regarde passer le temps. Je regarde passer le temps.
le dernier Denis Archange faisait un passant, mais la scène a coupé avant. Je ne suis pas à l'écran. Je ne suis pas à l'écran. Je suis un figurant. Je suis un figurant. Wow. C'est curieux parce que la première fois que j'ai entendu la chanson, pour moi, à mes oreilles, c'était uniquement comique. Ouais. Là, il y a une certaine mélancolie. Oui. Ouais. J'avais pas capté 2 secondes cette... Mais c'est correct, tu sais. En fait, la manière que tu aperçois au moment où tu l'écoutes, c'est ça qui est important. Mais je trouve ça beau qu'il y ait plusieurs niveaux à ta chanson. Félicitations. Ah, ben merci. Mais bravo. Ouais, cet album-là, j'ai eu... Mais tu vois, en tout cas, il y a eu cet album-là. L'autre d'avant, mon album La Magie, pas La Magie, l'autre d'avant qui s'appelait La Plage, c'était l'album qui suivait, si tu veux, le départ de cet ami-là qui s'appelait Julien. Puis après ça, tu as eu l'album qui était après son départ. Fait que c'est vraiment comme quasiment un album double sur cette histoire-là. C'est un processus. Ouais. Vraiment, mon album, le premier album qui est La Plage, parle beaucoup à sa manière, là, même s'il y a beaucoup d'humour, mais il parle tout de vie, de mort, de drogue, de douleur, de souffrance, amenés à leur manière. Puis là, l'album qui est venu après, la première tune s'appelle La magie n'existe pas, ou dans laquelle j'explique que je pense pas qu'il y a une raison d'être à tout ce cirque, là, que on a beau se faire bien des accroires, mais qu'au final, ça va pas mal être la même fin pour tout le monde. Et plus l'album va, ben on dirait que puis même ça a été ça dans le processus où j'écrivais les tunes. Plus j'écrivais des tunes, plus je me rendais compte que j'étais en train de retrouver le plaisir de tout ça, mais ça a été long, ça m'a pris 1 an, en fait, retrouver. Puis, tu sais, jusqu'à la fin, il y a une chanson qui s'appelle Le Retour de la magie, tu sais, qui est comme l'espèce de... Puis j'avais pas nécessairement prévu ce cheminement-là. Puis c'est comme venu de même, puis je trouvais ça vraiment cool, comme... Ouais. Comment t'as appris que cet ami-là allait mourir? Il a fait... Julien, dans sa famille, je sais pas pour une raison génétique, mais il a eu beaucoup de cancer. Sa mère était décédée du cancer. Sa tante, lui, il en a eu une quand... Il a eu une tumeur au cerveau quand il avait 12 ans. Ouch. Puis à un moment donné, c'est ça, je suis dans... Il a survécu, oui. Ouais, il a survécu. Wow. Puis ce qui faisait en sorte que c'était un gars, là, Chris qui vivait, là. En fait, il me fait beaucoup penser à toi, l'espèce de liberté de gueuler s'il a le goût de gueuler, là, tu sais. Fait que, ouais, un gars hyper coloré, il y avait tout un esti de projet par rapport. Puis c'est ça, c'était vraiment un ami très proche. Aujourd'hui, je suis végétarien à cause de lui. Tu sais, lui, il l'est devenu à l'époque où c'était pas cool, là. On avait genre 17 ans, puis à un moment donné, il a dit « Moi, je mange plus de viande. » Tu sais, puis, bref, c'est ça. Maintenant, il y a 2-3 ans, je suis dans mon lit avec ma copine, puis je vois qu'il a posté une vidéo sur Facebook, puis là, c'était ça. Il nous apprenait que la tumeur était revenue, puis que vu qu'il avait déjà été traité à cet endroit-là, ben qu'il pouvait probablement pas y retourner, puis que ça allait juste dégénérer, puis qu'il y avait très, très, très peu de chances qu'il s'en sorte. La mort, c'est un fait accompli, là, dans son cas. Il a jamais perdu espoir, mais il y avait... Ouais. Puis, je me souviens, j'avais appris ça, puis là, il y a eu comme un long silence. J'ai dit à ma blonde, je vais aller marcher un peu, puis là, j'ai juste braillé. Puis, ce qui est cool avec Julien, c'est que devant ça, puis tu sais, il l'a vu, là, son état dépérir, là, puis il y avait une femme avec qui il y avait un jeune enfant, puis elle est enceinte d'un deuxième. Okay. Et c'est l'espèce de situation vraiment pas cool. Puis lui, ce qui est cool, c'est qu'au lieu de baisser les bras puis de s'apitoyer, il avait lancé une fondation qui était Va te faire foutre cancer. Puis on avait fait avec les Picbois des shows bénéfices. Puis c'était lui, il voulait ramasser des fonds qui iraient directement vraiment à la recherche. T'sais. Puis lui, il trouvait ça inconcevable qu'on mette des millions pour fabriquer des guns pour s'entretuer, alors que le cancer, qui est comme le plus grand meurtrier qu'il n'y a pas en ce moment, ben continue d'être là, puis que la recherche a lieu, mais tu sais, c'est pas notre... Est-ce que cette fondation existe encore? On a mis fin, pas moi, là, mais ouais, on a mis fin à la fondation parce que je pense que les proches de Julien avaient vraiment besoin de m'amener de passer à autre chose, puis tu sais, ça devenait un... C'est lourd. Ouais, c'est difficile. C'est lourd, tu sais. Mais c'est ça. Nous autres, je pense qu'on va continuer
œuvrer pour ce genre de fondation-là. T'sais, un moment donné, c'est quand ça te touche, tu veux c'est ça, quand quelqu'un meurt d'une manière, là, peu importe quelle forme, on dirait que t'as tellement besoin de faire de quoi avec ça. Là. C'est ça qui est le pire dans le deuil, c'est l'impuissance. Puis là, t'es là, qu'est-ce que je fais? Fait que tu fais plein d'affaires pour essayer de donner un sens au fait que toi, t'es là, par rapport à cet ami-là qui est disparu. Fait que c'est ça. Et ce qui est... L'autre bout qui a été bien marquant pour moi dans ce deuil-là, c'est qu'un soir, là, j'écrivais mes tunes, par rapport à l'absurdité de la vie. Puis un soir, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais avec Julien. Puis on faisait juste chiller. Là. On jasait, on riait, on avait du fun. On était chez mes parents. Puis un moment donné, je sais pas pourquoi, on attendait que Mathieu Niquette, un de nos autres amis, vienne nous présenter son nouveau vélo. C'était juste ça, on attendait, on était dans la fenêtre. Puis un moment donné, on voit Niquette arriver au bout de la rue avec un esti de vélo laid de style motocross, mais avec des ailerons verts fluo. Là, c'était laid. Puis je me souviens que devant ce tableau, j'avais dit comme « Ah, je dirais rien, je vais laisser Julien dire la réplique assassine ». Puis dans mon rêve, il a vraiment sorti comme c'était la réplique parfaite pour rire de... Je me souviens pas c'est quoi, là, mais je pense qu'il avait juste dit comme « Eh, bateau ». Tu sais, il avait dit de quoi de bien... Mais qu'il voulait tout dire. Oui, le ton Puis je m'étais réveillé comme en braillant parce que là, c'est fucked up parce que c'est exactement ça qu'il aurait dit, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte que, OK, tu sais, il est plus là. Puis Julien est plus là, mais d'une certaine manière, je peux encore chiller avec. Il y a des moments de la vie de tous les jours où quelqu'un dit de quoi, puis je suis comme, ah, c'est que Julien, il dirait ça, il ferait ça. Fait que je pense que c'est ça, t'apprends à vivre avec le souvenir des gens. Moi, un truc ma mère est morte quand j'avais 4 ans. Ah ouais, okay. Un truc que j'ai observé avec le temps. Le premier choc, c'est la personne, t'as l'impression qu'elle a disparu. Ouais. Elle n'existe plus, elle est plus concrète. Mais dès que tu passes à travers ton deuil, tu réalises que tu l'as fait vivre, cette personne-là. Ouais. Dans tes gestes, dans tes réflexions, lorsque tu observes. Un truc que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont gardé dans leur vie pour se rappeler ma mère, pour se rappeler Françoise, parce que même si elle est morte quand j'étais très, 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 très jeune, j'ai des relents d'elle, j'ai j'ai sa personnalité. J'ai le même visage. Je suis le portrait, pardon-moi. Ah ouais. Je suis le portrait de ma mère. Et j'ai beaucoup... oui, je ressemble en tabarnak à mon père, je suis son clone, mais j'ai beaucoup de la personnalité de ma mère. C'est drôle, ça. Ouais. Mais as-tu des souvenirs d'elle? Ben, les seuls souvenirs que j'ai d'elle, j'ai 2 souvenirs. Le seul souvenir positif que j'ai d'elle, c'est d'elle avant qu'elle va travailler. Elle m'embrasse sur la joue et elle efface son rouge à lèvres. Ouais. Parce que son rouge à lèvres était très collant. Par contre, je ne sais pas si c'est un vrai souvenir ou je l'ai inventé. Parce qu'à cet âge-là, tu inventes beaucoup de choses. Ouais. Sinon, les seuls souvenirs que j'ai d'elle, malheureusement, c'est des souvenirs très, 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 très négatifs. Ah. Parce qu'elle avait le cancer des os et elle tombait souvent. Puis moi, mon rôle dans la maison, c'est qu'elle tombait, je courais chercher mon père. Mais puis aussi, vu que c'était grave, ce qu'on m'a expliqué, c'est que j'ai sûrement effacé de ma mémoire pour pouvoir passer au travers de ce deuil-là. Ah ouais. Parce que un truc est arrivé, c'est que vu que mon père a perdu ma mère, il est tombé en dépression. Ouais. Fait que l'animal en moi s'est mis à protéger mon père puis à le remonter. Fait que j'ai caché ma peine pour pouvoir m'occuper de mon père. Ah ouais. C'est à l'âge de 7 ans que j'ai vécu mon deuil. Alors, à 7 ans, je partais à pleurer. J'étais en classe puis je partais à pleurer des grosses crises. Tu sais comment je ris, là? Je faisais ça en pleurant. Ouais. Je riais. Ça me dérangeait pas, non. Je pleurais en classe puis la prof faisait ben voyons donc si boire. Ouais. C'était à 7 ans. Tu savais-tu que c'était à cause de ça? Non, j'ai dû aller voir une psychologue pour enfants pour le comprendre. Ouais. Puis elle a mené à... j'imagine qu'elle a dû savoir. Dès le début. Y a-tu quelque chose de particulier chez Thomas? Sa mère est morte avec 4 ans. Ah ouais, j'ai l'impression que... Ah ouais, hein? Ouais. Aïe, man. C'est comme ça que je l'ai... Ouais. C'est drôle que quand tu m'as dit que je ressemblais à ce gars-là, je crois que la mort, ça te fait... C'est différent pour chacun, mais une des traits de personnalité que ça t'apporte, la mort, c'est... Si la mort existe et est imminente, faut pas prendre la vie avec autant de sérieux. Parce que tu peux disparaître n'importe quand. Ouais. Et là, tu vas t'en vouloir. Oh oui. Tu sais à quel point il n'y a pas grand-chose d'important. Là. C'est débile. Ouais. Ah non, moi, il me faisait rire. Asti qui me faisait rire. Par contre, plus je vieillis, plus je réalise, mais c'est aussi vrai à l'envers. Si la mort est imminente, ben, vis ta vie d'une manière la plus heureuse possible. Fais pas n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, la mort va arriver plus rapidement. Exact. C'est pas une raison pour faire de l'héroïne puis jamais dormir. Ouais.
Moi, des fois, je reviens souvent à ces pensées-là. Écoute, sûrement que ça ne dira rien à personne, mais moi, un des artistes que j'adore, c'est Andrew W.K. Ben oui! Qui a fait... Party les gens, hard! mais les gens ils connaissent beaucoup pour ça, le party puis la pochette qui a le nez cassé. Mais c'est un gars que, tu sais, quand il parle du party, ce gars-là, il parle pas du... Non, il parle c'est un hommage à la vie, c'est là, un hymne à survivre, c'est un hymne au bonheur. Exact. Ouais. Le party, c'est... Hey, par quel estime miracle on est ici en ce moment, là? Tu sais, on parle... d'aussi loin que le Big Bang, là. Quelle esti de chance qu'on soit là en train de faire un esti de podcast. Fait que c'est comme juste de penser à ça, ça devient une célèbre. Tu sais, déjà là, on en parle, puis je suis content de bouger, content de respirer, de parler, je suis content que Sid soit là, le fantôme du podcast. Tu sais, une fois, il a écrit sur Facebook, il était écœurant, Andrew, il a écrit des party tips, des trucs pour le party. Puis un qui m'a fasciné, il a dit, aujourd'hui, prends ta douche avec tes lunettes soleil. Puis il dit, tu vas avoir tellement une belle journée. Puis je l'ai faite, puis Chris, ça a bien parti ma journée. T'es là dans la douche. C'est juste un peu weird. Il y a de quoi... J'adore ça. C'est ça. Fait que ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait que le party. J'aime ça. Puis ce qu'on fait avec les Pic-Bois, c'est aussi ça un peu. T'sais, on s'arrange... Le côté délinquant des Pic-Bois, je pense que c'est juste pour le plaisir de le faire. Moi, ce que j'adore de vous, on se vante souvent les humoristes de yo. L'humour, à mon avis, c'est de la surprise. Tu penses qu'il faut surprendre l'autre. Il n'y a pas plus surprenant que vous autres. On ne sait jamais où c'est vous allez. Vous êtes complètement fou. On ne sait pas si vous êtes sérieux. On ne sait pas si vous déconnez. Est-ce que c'est improvisé? C'est ce que j'adore chez vous. Ah, t'es fin. Comment ça a parti, ce groupe-là? Comment vous êtes dit, OK, on se met ensemble, on fait de la scène, let's go? Hey, Chris. Au cégep, on a commencé à faire de l'impro. Un moment donné, je sais pas, je pense que ça doit être un genre de cégep en spectacle qu'on a. C'est notre premier contact assuré avec faire un numéro. Puis je pense qu'après ça, c'est les hasards de la vie. Là, tu te fais offrir un spot en quelque part. Tu vas, ben oui. Puis là, on commence à en faire. Là. Après ça, ça nous amène à Étienne Dano qui nous invite au Saint-Cyboire. Ah, merci Étienne. Ouais, ça c'est notre première. C'est qu'on était nerveux, là. On arrive, t'as un jeune Guillaume Wagner avec Danny Drouin, toute la gang de l'époque, là, tu sais. Ouais, on parle de genre 2009 environ. Avant ça, 2007, mettons. Okay. Ouais. C'est là qu'on a commencé. Puis là, après ça, ça nous amène la première édition d'En route vers mon premier gala. Est-ce que vous vous souvenez de ce numéro-là au Saint-Cyboire? Au Saint-Cyboire, à l'époque, était la soirée d'humour, si on veut, la plus importante. Si je me trompe pas, on avait fait Michel et Jean-Michel avec le presse-papier. Notre premier numéro d'En route, là, qu'on faisait un presse-papier avec un poulet. C'était de l'absurde, tu sais. On a bien évolué depuis. À l'époque, c'était juste de l'absurde pour être absurde, là, disons. Fait que, ouais, je pense que c'était ça. De là, Junior Girardeau nous a vus, nous invite en route. Puis à partir d'En route, ça a comme été... ça a explosé parce que vous avez eu un succès. Ça a explosé. Je pense qu'on a fait notre chemin brique par brique. Mais moi, ce qui me fascine, c'est à quel point les gens sont attachés à nous autres, là. Le nombre de fois qu'on nous dit « Je vous suis depuis En route, le premier En route! » T'es comme « Hey, man, ça fait 12 ans de ça, là. » Puis les gens nous suivent, tu sais... tu checkes des photos ou des vidéos, nous autres, à l'époque, on est des enfants, là. Puis là, tu nous regardes aujourd'hui, on est deux moustachus avec des bedaines. Il y a de quoi de... Ils nous ont vu vieillir, tu sais. J'ai l'impression d'être un enfant de la télé à cause de ça. C'est fucked up. Vous évoluez avec votre public, c'est super. Ouais, vraiment. Non, je suis... Puis tu sais, avec les shows mensuels qu'on a fait dernièrement, qui était notre plus beau rendez-vous avec les gens qui nous Juste suivent. mentionner que, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait des mois qu'à chaque mois, vous faites un nouveau spectacle d'une heure, une nouvelle... On a fait 20 mois, ouais. 20 nouveaux spectacles, c'est... Félicitations. Merci. C'est de la job en crise. C'était un beau trip, ça. Puis mais c'est ça nous a fait un magnifique rendez-vous avec... J'aime pas ça dire fan, parce que je trouve qu'il y a comme un rapport de... Oui. Ouais, mais les gens qui nous suivent, on restait après prendre une bière que nous autres, on jasait. C'est vos spectateurs. Ouais, mais on avait un beau rapport. Tu sais, le public participait au show à sa manière. Là. Il y avait tout le temps de quoi qui arrivait dans le public. On invitait quelqu'un. Tu sais, quelque chose qui se passe. Fait que c'est ça, ça a été... ouais, tout ça pour dire que j'étais encore sur le cul que les gens nous supportent autant. Puis tu sais, on n'a pas... je dis pas ça négativement, là, mais on n'a pas eu, disons, l'industrie qui fait « Oh, les Pic-Bois, les voici, aimez-les ». C'est vraiment... On est comme des underdogs, tu sais, c'est les gens. Il y a comme une vague qui nous a amenés là où on est aujourd'hui. Puis là, j'en parle comme si on était top of the
qui nous amène au fait qu'on peut en vivre aujourd'hui. Ça vient vraiment d'en dessous, puis je pense sincèrement que c'est le plus beau chemin qu'il n'y a pas. Je suis vraiment fier de ça. Tu sais, des fois, il y a des gens qui se mettent à te donner des conseils sur ta carrière. Là, moi, je suis tellement... Pour que t'exploses. Je fais tellement ça tout le temps. C'est un truc qu'il faut que j'arrête de faire. Moi, si tu me donnes... Si j'ai 3 rires dans un spectacle puis une bière dans le corps, je prends quelqu'un puis j'explique comment ça marche l'industrie quand j'ai aucune idée comment elle marche la tabarnak d'industrie. Fait que je suis comme ça. Ouais. Mais tu sais, pour que ta carrière explose, tu devrais appeler lui puis faire ça. Puis tu sais, je suis comme... c'est pas ça que je veux que ça explose. C'est pas... Je suis fier du chemin qu'on a. J'ai déjà dit ça à quelqu'un. Je dis, tu sais, je suis fier. Pour toi, ça a l'air de rien, notre carrière, mais je suis extrêmement fier du chemin qu'on a eu, puis de où on est rendu, puis de comment on l'a fait. T'sais. Puis j'ai pas envie de changer rien à ça. Là. Mais bon, en tout cas. Comment vous écrivez? Vous autres, vous écrivez à 4 mains ou comment ça, votre processus, c'est quoi? L'écriture, c'est très... Non, mais vous pouvez pas arriver à une soirée et improviser, vous êtes 2. Ouais. Souvent, ça part, un des deux a une idée, il fait un squelette, puis après ça, on repunch à 2. Ou dans le cas de nos shows mensuels qu'on faisait, c'était quelqu'un a une idée vague de show. On se met les deux, on fait le squelette, puis on se divise, OK, écris telle scène. Mais ça nous prend un squelette, puis après, on repunch dessus. Mais c'est ça. Mais c'est drôle, tu sais, Dom puis moi, on est tellement connectés que, exemple, le magicien pervers, c'est Dom qui est arrivé chez nous un moment donné, puis il a dit, hey, je pense que j'ai une idée de personnage. J'ai dit, OK. Puis là, il dit, je vais conter l'histoire comme il me l'a conté, mais il était avec une fille. Puis là, il niaisait dans le lit à y faire apparaître des pièces en dessous des seins. Il disait, oh, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une petite pièce. Puis là, il refaisait disparaître. Puis là, il a dit, je pense que ce serait drôle que tu fasses ça, un personnage de magicien cochon. Puis moi, je m'en souviens pas, mais Dom me l'a dit. Mon premier réflexe, c'est que je me suis fait une petite queue de cheval. Puis là, j'ai déboutonné ma chemise. Je fais, oh, ouais, ben. Puis là, le personnage, il est né de là. Tu sais, fait mais on se comprend tellement que. Il y a comme une game de ping-pong de. Puis je pense que quand Dom puis moi, on est ensemble, peu importe, ça devient un brainstorm tout le temps. Puis notre gérant, Étienne Forêt, quand il a vu ça, que ça arrêtait jamais, c'est là vient l'idée de faire un show par mois. Parce qu'il a dit, Chris, ce que vous niaisez dessus depuis 20 minutes, c'est un show. Vous avez l'énergie créative. Ouais. La preuve, ça a marché. Ouais. Là, on a arrêté. Puis tu sais, ce qui est plate, c'est que c'est même pas parce qu'on n'a plus d'idées. Là, on pourrait le faire non-stop. C'est juste que la charge de travail, puis d'apprendre. Puis tu sais, à un moment donné, pour faire un show d'1 heure, là, t'as dans la tête d'ouvrir 150 tiroirs. Puis ça use à la longue. Puis là, c'est que quand tu finis le show, ben les 150 tiroirs, ils se referment 0.1 seconde parce que t'as un autre show à faire. Fait qu'on a passé 2 ans là, avec la tête là, explosée comme un brocoli. Puis c'est ça qui nous a usé, mais les idées sont encore là. T'sais. Je le referais encore. Là. C'est tellement le fun de... Quand on a fait le passe-partout des Pic-Bois, man, le fun qu'on a eu, c'était débile comment on a eu du plaisir. Le Titanic des Pic-Bois, tout devenait une grosse joke. Puis, tu sais, ouais, les idées sont encore là. C'est juste l'énergie que maintenant, la tête est plus capable. Là. Moi, ce que j'adore de vous, c'est à quel point c'est tout le temps fou. J'aime beaucoup ça. Que c'est tout le temps éclaté, puis bizarre, puis ça revient. Je sais ce que j'aime. Il y a un moment donné, là, on a fait le show de Frites et Moules, le crime de Moule, mon grain. Puis il y a un bout qui représente bien nos shows mensuels. En gros, le show, c'était que mon personnage de Moule, ça commence qu'il a assassiné le personnage de Dom. Et là, il se fait poursuivre pour son crime. Puis il essaie de se cacher, il essaie de remonter dans le temps pour pas assassiner son ami. Finalement, il se rend compte que peu importe ce qu'il fait, il finit par l'assassiner. Fait qu'il décide de trouver un endroit pour se cacher. Puis là, il découvre qu'il peut se cacher dans le pénis de son ami. Fait qu'il y a toute une scène qui se passe dans le pénis de son ami. Puis là, est-ce que c'est con? Puis il y a des sons de gouttes qui tombent comme d'une caverne avec la voix écho. Puis là, il y a comme Dom qui arrive en son personnage, mais qui joue la dèche de ce personnage-là. Mais c'est comme des schtroumpfs. Fait que là, il y a comme la dèche constructeur ou la dèche... La dèche surprise. La dèche surprise, il y avait la dèche coquine. Tu sais, j'étais comme... Puis le monde dans la salle, il regardait ça, là, tu sais, puis il était... Mais voyons donc, là, tu sais, on est où? Mais tout ça se pouvait, c'est ça qui est malade. C'est que tu fais dans un show... Il y a toujours une logique dans votre folie. Ouais. Tu sais, il cherchait un endroit pour se cacher, ben, quel meilleur endroit, tu sais. Puis ça amenait de quoi? Puis à un moment donné, juste pour... à un moment donné, mon personnage se rend compte que
Chris, tu peux pas vivre ta vie cachée de même. Fait que je vais sortir puis je vais assumer mon crime, tu sais. Fait qu'il finit, mais c'est ça, tu sais, il a appris ça dans le pénis de son ami. Moi, c'est... Il y a une évolution de ce personnage! Mais tu sais, tout ça fitait, puis tu sais, on a zéro fucking budget pour faire ça, mais on est allé dans le pénis de quelqu'un, tu sais, avec un effet d'une goutte qui tombe, là. Je veux dire, t'as pas besoin de plus que ça. C'était malade, c'est ça que j'ai aimé le plus, moi. On allait partout. On a fait un show de science-fiction qui se passait dans un train entre la Terre et la Lune. Il y a eu tout. T'sais, parce que la Terre est plus habitable. Fait qu'il faut aller habiter sa Lune. Effectivement. Et quel meilleur moyen de transport qu'un train qui relie la Terre à la Lune? Ça n'a pas de crise de bon sens. Pourquoi on ferait un train spatial avec des rails là, dans le cosmos? D'un autre côté, The Office, un documentaire qui dure 15 ans, c'est pas plus logique. Fait dans la comédie, il faut accepter une certaine folie. Ouais, mais c'était ça. C'est déjà des beaux souvenirs. Il faut absolument que je pose des questions. Oui. T'as-tu des anecdotes ou des histoires qui te viennent de toi qui grandis à Valleyfield? La ville, à mon avis, après Gatineau, la plus fucked up du Québec. Ah, si boulot. Des anecdotes. Hey, laisse-moi penser là, 2 secondes, mais c'est sûr que... Parce que grandir à Valleyfield, des fois, parce que moi, ce que j'adore quand vous faites des spectacles, c'est m'asseoir à côté de vous, faire semblant que... C'est une des rares fois où je pars pas dans une loge, c'est me taire, puis vous écouter parler de souvenirs que vous avez eus qui sont tellement bizarres. Ouais, ok, attends une minute, là, j'essaie d'y penser. Ben, un truc qui était hot, c'était... il y avait le 3 Boss à Valleyfield, c'est le petit boisé. Puis il y avait une espèce de piste de motocross, mais c'était juste, en fait, ça s'appelait la pente de la mort. Mm-hmm. C'était une pente ben à pic avec 2 jumps en bas. Et tous les enfants qui ont grandi à Valleyfield, assurément, se sont déjà pété la gueule. C'est sûr, c'est assuré. Moi, je me suis déjà cassé la gueule. C'est un ordre de passage. Ouais, mais c'est violent, là. Moi, quand je l'ai fait, là, t'es en haut, là, pis t'as peur. Parce que tu sais que ça va être ça. Puis là, tu pars dans la pente, pis ça va tellement vite, pis t'as pas le droit de toucher au break, là. C'est ça, là. Et là, je me souviens, j'ai pogné le premier jump. Je suis parti. Je suis parti. Tu vois ton vélo qui s'en va. Puis là, tu fais, bon, ben, ça va être ça. Puis là, je suis retombé sur le 2e jump, là, mais genre... Tout le monde s'est cassé la gueule là-bas. Il y a eu des jambes cassées. Ce que j'adore là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui t'ont vu, puis ont fait, je vais le faire. Oui, mais c'était ça. Génial. C'était ça. Ils t'ont vu pratiquement mourir, te casser des os et faire, bon, mais c'est moi le prochain. Il y avait la même chose l'hiver, au Parc Sauvé, il y a une autre grosse pente. Parce que c'est beaucoup plus logique que tu te casses un pied que tu survives à ça. Indemne. Oui, non, tout le monde se brisait de quoi. Là. Moi, je me suis jamais rien brisé, mais c'était ça, tout le monde. La pente de la mort. C'est weird. Puis il y avait tu sais, les GT, les 3 skis. Là. Mm-hmm. L'hiver, c'était en GT au Parc Sauvé. Tout le monde s'est déjà pété le coccyx là-bas. C'est débile. Il y a comme ces petits spots-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Valleyfield? Ben, tu sais, des belles anecdotes de... De régate? Est-ce qu'on la régate? Hein? La régate, y a-t-il des choses bizarres qui se passent là? Ben, il y a déjà une régate qui a dévié. Wow! Puis qui a foncé d'une estrade. Wow! Y a-tu des décès? Décès, je pense pas. Du monde qui sont fait mal plus beaucoup? marqué, mais ouais, il y a un gars que je pense qu'il s'était cassé une jambe. Il y a eu... ça, c'est triste, là. Puis il y a une autre histoire, non, c'est bad, mais l'anecdote est... Il y a un moment donné, je sais pas comment c'est arrivé, mais un bateau, une régate, qui a monté par-dessus une autre, puis l'hélice qui tournait du moteur a coupé la tête, broyé la tête d'un pilote. Wow! Daniel Brossois, pour ceux... Si tu viens de Valleyfield, tu connais l'histoire de Daniel Brossois. C'était un gars de la ville, puis il s'est fait couper la tête pendant une course. Live, là, tu sais. Devant la famille, devant des enfants avec des hot dogs. Hey, une fois... Je travaillais au... je peux le dire, je pense. Je travaillais au Vidéotron. Go. Puis je loue un film à un jeune qui il devait avoir comme 13-14 ans. Puis là, je vois que c'est un Brossois, tu sais. Puis là, je finis par faire, Brossois, puis là, il dit, ben, c'était mon père. Puis man, j'étais comme, tabarnak, man, t'es le fils à Daniel Brossois, tu sais. C'était... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si quelqu'un me disait j'étais le fils à Dédé. C'était exactement, j'étais là, puis tu sais, je travaillais avec Dom là-bas en plus, on a travaillé ensemble, puis je me souviens qu'on en avait parlé, puis les deux, tu sais, t'es comme, tu sais, on va y faire ses films gratuits à cette heure-là. C'est comme,
C'est comme, hey, On va s'occuper de lui. prends ton jeu gratis, là. Ouais. Tout le monde. Ouais. Daniel Brossois. Wow. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à Valleyfield? J'aime qu'en réfléchissant à peine, c'est ce qui jaillit. Mon oncle Pops. Oui. Qui est un rocker de Valleyfield. Ah, qui est pas ton oncle, c'est ton vrai oncle. C'est mon oncle. Ok, C'est ton mon vrai Pops, oncle. oui. Il y a une histoire que lui, quand il était jeune, il avait foxé l'école, puis lui, en tout cas, ça a l'air qu'il avait monté son motocross sur le top de l'aréna, puis que l'école était en face, puis le monde regardait par la fenêtre, puis ce qu'il voyait, c'était Pops qui faisait des wheelies sur le top de l'aréna, puis qui jumpait, tu sais, le pointu, là, il jumpait ça, puis il revenait. Puis c'est la police qui l'a fait descendre de là. Wow. Ouais. Mon oncle Pops, c'est une belle mine d'anecdotes, là. Ouais. Mais c'était comme cet esprit-là, un peu garage. Redneck aussi, disons-le. Ouais. Faire des wheelies sur un aréna en 4x4, Ouais, ça, c'est c'est l'histoire, pas mal là. la définition d'un redneck. Ouais. Ben, c'était cet esprit-là. Puis, tu sais, moi, à cette heure, aujourd'hui, j'habite dans Hochelaga, Maisonneuve. Puis c'est principalement parce que j'avais besoin de retrouver cet esprit-là à Montréal. Je pense pas que je pourrais habiter n'importe où, moi, à Montréal. Je serais pas bien. J'ai besoin du côté... Outremont, t'aimes pas ça? Ah, c'est sûr que non. Il y a pas grand place pour vrai. Quand je sors d'Hochelaga, je me sens pas chez nous, je me sens pas bien. Je reviens dans Hochelaga, puis je suis comme, OK, ici... Il y a quelqu'un qui crie l'autre bord de la rue, il y a un gars en triporteur qui manque un bras, il y a de quoi de j'ai besoin de ça. On dirait que c'est la pureté de la vie que je trouve belle, là, Très beau. qui est inspirante. Ouais. Très, très beau. Ben, en tout cas, ouais. On a commencé par une chanson. Oui. On finit-tu par une chanson? OK, Veux-tu ben nous jouer oui, notre chanson? oui. Je sais pas laquelle, mais je vais trouver de quoi. Pendant que le fantôme de la guitare. Pendant ce temps-là, on va faire un au revoir. T'as été super. J'ai adoré, merci, Thomas. j'ai adoré ta venue au podcast. Merci, Tu es un artiste que j'admire. T'es fin. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Genre, moi, il y a le pic. Ouais, c'est moi. Yeah! Ben, je tiens à dire que t'as une belle écoute et que tu sais prendre la balle et rebondir et c'est le fun. Ah, mais t'es fin, frère. Ben, fait plaisir. Bon, OK, faut juste que je trouve une toune. Une tonne. Mets-toi pas de pression. C'est ça que tu veux. Ouais, je pense à ça, là. Je vais passer à mon setlist. Je vais en faire une petite poète, là, vu que là, on parle beaucoup de mort, là. On y va! OK, J'adore ça s'appelle Internet. C'est Super. une vieille toune. J'ai fait ça en 2013, mais je l'aime bien. OK. Super! J'ai mis mon opinion sur Internet. Et depuis ce matin, tout le monde me déteste. J'ai seulement voulu jouer à la vedette. Je suis la nouvelle risée du Québec. J'ai tout de suite supprimé la vidéo. Mais il y avait déjà 3-4 remix techno. Il y a déjà des t-shirts avec ma photo. Puis Mathieu Saint-Onge m'a fait... en tableau. Désolé mes amis, je ne sors plus de mon lit. Ma vie est finie car je suis une vedette internet. Une vedette internet. Une vedette internet, la 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 la. Une vedette internet. J'ai même vu ma face à Denis Lévesque. L'expert invité avait mal à la tête. Quand je me suis filmé, j'avais pas compris. J'étais en train d'insulter les ethnies. Je suis rendu sur le blog à l'agacer. Les clics se comptent maintenant par centaines de milliers. Je me fais envoyer chier dans le monde entier depuis que ma vidéo est sous-titrée. Désolé mes amis, je ne sors plus de mon lit. Ma vie est finie car je suis une vedette internet. Une vedette internet. Une vedette internet, la 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 la. Oh, une vedette internet. Okay. Ma mère dit que dans 2 semaines ça se sera tassé. Qu'il n'y aura plus personne qui va s'en rappeler. Comment la croire quand je me fais encore parler? Mon premier slow durant lequel j'étais bandé. J'aurais jamais cru qu'en 3 minutes 22 j'insulterais la Saskatchewan, les femmes pis l'islam. Oh, j'aurais jamais cru qu'en 3 minutes 22 j'insulterais les agriculteurs, les docteurs, les pêcheurs, les multinationales, le journal de Montréal, le monde des maritimes, ceux qui lisent les magazines, l'industrie du fromage et puis Guillaume Lepage. Une vedette internet.
Une vedette Internet. Une vedette Internet, la 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 la, oh, une vedette Internet. OK. Orwell avait raison à quelques détails près. Ce n'est pas Big Brother qui nous espionne en secret. La curiosité sadique toujours aux aguets. Du malchanceux qui aura l'air d'un épais. Comme disait l'autre, ben l'enfer c'est les autres. Le voyeuriste nous fait sauter une botte. Péting pétang, oh, jamais plus je ne cliquerai par manque de respect. Peut-être accepter une fois au chalet. Peut-être accepter une fois au chalet. Peut-être accepter une fois au chalet. Chalet. Magnifique. Yo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.